Sur l'île artificielle d'Itagami, située dans l'océan Pacifique, un endroit où les créatures surnaturelles vivent paisiblement aux côtés des humains, existe une entité que de nombreuses organisations craignent, Akatsuki Kaju. Des rumeurs circulent sur la présence du quatrième progéniteur, un vampire immortel censé n'être affilié à aucune faction, sans lignée claire et sans personne assez puissante pour le contrôler. Ils l'appellent une légende vivante, un cauchemar capable d'enterrer une nation entière s'il n'est pas contrôlé. Bien que ces rumeurs restent non confirmées, l'organisation du Roi Lion, une agence spécialisée dans la gestion des menaces surnaturelles, ne prend pas ce danger à la légère. Ils envoient immédiatement Yukina Himuragi, une talentueuse prêtresse de l'épée de l'organisation, à Itagami pour surveiller secrètement Akatsuki Kaju, qu'ils soupçonnent d'être l'incarnation du quatrième progéniteur. La mission de Yukina est claire. Si la cible montre un comportement nuisible, elle doit éliminer immédiatement la menace. Alors que Yukina commence sa mission, Kaju essaie de vivre comme un lycéen normal. Cependant, lors d'une promenade décontractée autour de l'école, il voit accidentellement Yukina en train de lasser ses chaussures. Dans ce bref instant, elle apparaît aux yeux de Kaju comme une entité aux traits démoniaques, éveillant ses instincts vampiriques et déclenchant une réaction physiologique caractéristique. Bien qu'il se détourne immédiatement, cette réaction ne passe pas inaperçue. Après être retourné en classe, Kaju se rend compte qu'il n'a aucune motivation pour continuer à étudier, surtout lorsque son amie proche, Asagi Eiba, est absente, rendant l'atmosphère plus vide. Une autre amie vient discuter brièvement avant de partir rapidement, laissant Kaju seul avec des devoirs non touchés. Même son portefeuille est maintenant vide, le laissant incertain quant à la façon de gérer le déjeuner de demain. Sur le chemin du retour, Kaju sent soudain des regards étranges le suivre. Il entre dans un supermarché à proximité, faisant semblant de faire des courses tout en vérifiant ses alentours. À la sortie, son regard croise celui de Yukina Himuragi, la nouvelle élève de l'Académie Sekai, qu'il avait vue ce matin-là. Dès qu'elle aperçoit Kaju, elle adopte immédiatement une posture défensive, réagissant comme si elle se préparait à affronter une créature à éliminer. Kaju garde son calme, feignant de ne pas comprendre ce qui se passe, cachant habilement son identité. Après que Yukina quitte le magasin, deux autres étudiants l'approchent avec des attitudes inappropriées. Kaju, se tenant non loin, surveille silencieusement la situation. Il remarque rapidement le bracelet spécial au poignet de Yukina, un objet généralement utilisé pour sceller le pouvoir. Lorsque les deux commencent à franchir les limites, Yukina riposte froidement avec un courant électrique, provoquant chez l'un d'eux la révélation de sa forme mi-humaine, mi-bête, appartenant à une espèce nécessitant une gestion stricte. L'autre utilise la magie pour créer une énergie chaotique, déclenchant le système de sécurité de l'île d'Itagami pour émettre un signal d'alerte. Pour éviter l'escalade, il invoque une bête spirituelle en utilisant la magie Kens, un cheval de bataille capable de causer des dégâts considérables. Yukina tire immédiatement Schneewalzer, sa lance sur mesure, prête pour le combat. La bataille éclate violemment au milieu d'une épaisse fumée et d'une magie dense. Avec un seul coup, elle neutralise la créature invoquée et s'approche du contrôleur avec l'intention de mettre fin à la menace immédiatement. Kaju se précipite soudainement entre eux, empêchant Yukina d'agir. Bien qu'elle exprime clairement son mécontentement, après avoir entendu ce que Kaju a à dire, elle retire temporairement son arme et quitte la zone. Ce soir-là, en se promenant près de la zone résidentielle, Kaju trouve accidentellement un portefeuille. En vérifiant les documents à l'intérieur, il réalise qu'il appartient à Yukina. L'image de ses cheveux argentés et de ses yeux froids surgit soudainement dans son esprit, ébranlant ses pensées. Surtout en pensant à elle, la quatrième lignée en lui commence à bouillonner, suivie de la réaction familière d'une espèce n'appartenant pas au monde humain. Itagami, l'île artificielle dans l'océan Pacifique, est l'endroit où des créatures non humaines résident légalement sous un système de lois distinctes. L'Académie Sekai a été établie pour former les jeunes générations à s'adapter à cet environnement unique. Bien qu'Akatsuki Kaju essaie de vivre comme un adolescent normal, il ne peut pas cacher sa véritable nature, l'incarnation du quatrième progéniteur, une créature connue comme le vampire le plus puissant de l'histoire. Tandis qu'il est perdu dans ses pensées, Yukina Himuragi apparaît soudainement et demande à Kaju de rendre le portefeuille qu'elle a laissé tomber. Cependant, il ne s'exécute pas immédiatement, voulant savoir pourquoi elle le suit toujours. Bien que Yukina le mette en garde avec un geste en portant la main derrière son dos, la situation devient gênante lorsque son estomac affamé trahit son sérieux. Kaju rend le portefeuille en suggérant un échange contre un repas dans un restaurant de hamburgers près de l'école. En mangeant, Yukina révèle qu'elle vient de la Forêt des Perdus, un lieu lié à l'organisation du Roi Lion, une force secrète spécialisée dans la gestion des catastrophes magiques et des menaces surnaturelles mondiales. Sous le titre de chaman de l'épée, elle a été envoyée pour surveiller Kaju, soupçonnant qu'il possède un pouvoir au-delà des limites de contrôle. Selon l'évaluation de Yukina, Kaju pourrait dissimuler un complot dangereux.
Pendant ce temps, il ne peut toujours pas expliquer pourquoi il est étroitement surveillé, ni comprendre pourquoi les gens l'associent toujours au titre de progéniteur. Lorsque Yukina mentionne la première fois qu'il a révélé ses capacités, Kaju essaie de se rappeler ses souvenirs, mais ressent immédiatement une douleur intense aux tempes, rendant tous les souvenirs de cette période flous. Bien qu'elle soit devenue un peu plus ouverte, Yukina garde toujours ses distances, se déclarant prête à agir si Kaju devient vraiment une menace. Sans répondre, il part silencieusement, disant qu'il ira à la bibliothèque pour en apprendre davantage. Yukina ne revient pas car sa mission exige qu'elle reste toujours à côté du sujet sous surveillance, quelles que soient les circonstances. La cloche retentit à travers le terrain de l'école. Kaju se retourne soudainement, les yeux remplis de quelque chose de difficile à exprimer. Il marche lentement vers Yukina, puis s'agenouille de manière inattendue comme s'il lui confiait secrètement quelque chose. Yukina reste immobile, son expression mêlant hésitation et confusion. En ce bref instant, sa silhouette se dissout progressivement dans la lumière éclatante du soir, laissant dans le cœur de Kaju un silence indescriptible. Par un après-midi tranquille au quartier général de l'organisation du Roi Lion, où des guerriers d'élite sont formés dans le monde de la magie, Imuragi Yukina est convoquée d'urgence pour recevoir une nouvelle mission. À son arrivée, elle reçoit une étrange photographie. Elle contient le portrait d'un lycéen au comportement calme, aux yeux froids, qui cache quelque chose de mystérieux, nommé Akatsuki Kaju, identifié comme le 4e progéniteur, le vampire le plus puissant de la légende. Yukina est surprise car son apparence et son aura correspondent complètement au type de personne vers laquelle elle est inconsciemment attirée. Accompagnant la mission se trouve une arme spéciale, Sekiru, une lance de niveau 7 spécialement conçue pour éliminer de puissantes créatures magiques. Sous le titre de Sword Shaman, Yukina est chargée de surveiller Kaju sur l'île d'Itagami. Si elle découvre des signes véritablement dangereux, elle a l'autorité d'agir, y compris l'assassinat si nécessaire. À ce moment précis, dans toute l'Académie Seikai et la ville insulaire, il y a une agitation à propos d'une chasse à une créature magique se déroulant dans un quartier résidentiel. Les rumeurs se répandent rapidement, créant une atmosphère tendue qui enveloppe tout. Simultanément, les examens de fin de semestre approchent de leur conclusion, gardant les étudiants occupés, y compris Kaju, bien qu'il ne soit pas particulièrement intéressé par les études. Par un après-midi chaud, alors que Kaju entre dans le dortoir, il rencontre Yukina de manière inattendue. Elle attend dehors depuis longtemps, attendant que le personnel de livraison termine d'arranger ses affaires dans sa nouvelle chambre. Notamment, la nouvelle chambre de Yukina est située juste à côté de l'appartement de Kaju, une coïncidence qui le rend quelque peu mal à l'aise. À l'intérieur, la pièce semble encore vide, preuve qu'elle vient d'emménager et ne s'est pas encore installée. En classe, une enseignante éminente nommée Minamiya Natsuki, apparemment professeure d'anglais mais en réalité une mage de haut niveau, s'approche de Kaju. Elle connaît bien sa véritable identité et n'hésite pas à mentionner directement l'incident récent de l'effusion de sang au centre commercial, un phénomène considéré comme un signe de l'éveil d'un vampire de haut niveau. Quand Kaju semble ne rien savoir, elle change de sujet, avertissant au sujet de l'organisation du Roi Lion. Bien qu'elle n'en précise pas clairement la raison, Natsuki semble ne pas apprécier ceux de cette organisation et conseille à Kaju de garder ses distances avec Yukina, la représentante de la force opposée. Ignorant le conseil, Kage Akatsuki emmène quand même Yukina à Magi faire du shopping. Avec son expression sérieuse habituelle, Yukina observe chaque appareil dans le supermarché comme s'il s'agissait d'un outil potentiellement dangereux. Kajev ne peut que rester silencieux face à cette réaction rigide. Clairement, Yukina n'est pas encore habituée au rythme quotidien de la vie au sein de la communauté humaine. Sur le chemin du retour, un regard étrange passe sur Yukina, resserrant momentanément l'atmosphère. En arrivant au complexe d'appartements, il rencontre Nagisa, la sœur cadette de Kajev. Après un bref salut, Yukina est informée qu'elle sera dans la même classe que Nagisa et reçoit une invitation à dîner chez eux. Dans cet espace chaleureux, Yukina se sent mal à l'aise dans l'atmosphère familiale, tandis que Kajev s'enfonce dans de vieux souvenirs de l'époque où il était une star du basket, un temps où il détenait le titre de MVP, mais a ensuite tout perdu à cause d'une fierté excessive. Lorsque le repas se termine, Kajev quitte la maison pour acheter plus de provisions. En revenant, il est surpris de voir Yukina debout silencieusement sous la pluie, son uniforme trempé et sombre, rendant l'image devant lui difficile à oublier. Bien qu'il comprenne que sa mission exige qu'elle soit toujours à ses côtés, Kajev lui rappelle doucement la nécessité de mieux se préparer si elle souhaite continuer la surveillance. Alors qu'il continue de marcher, il entame une conversation pour mieux comprendre Yukina, de sa ville natale à ses intérêts. En passant devant une machine à pince, elle réagit soudainement fortement à l'image d'un ours en peluche portant l'emblème de son ancienne école.
Voyant cela, Kajev tente sa chance, espérant lui offrir un petit cadeau. À ce moment-là, Minami Natsuki, l'enseignante qui est aussi la superviseure de Yukina, apparaît. Sans avoir le temps de réfléchir, Kajev attrape la main de Yukina et l'éloigne de la zone. Cette action précipitée semblant poser la première pierre de situation imprévisible entre les deux. Dans un autre développement, lorsque tous deux s'approchent d'une zone instable, Yukina détecte immédiatement un Kens émettant une puissante magie de vent. Reconnaissant cela comme une menace de haut niveau, elle sort Schneewalzer, prête pour le combat. Kajev a l'intention de suivre mais est arrêté car il n'est pas autorisé à participer à des missions classées sous le niveau de contrôle spécial. Yukina laisse un message à propos de Nagisa, puis sans hésitation se jette sur le train qui traverse rapidement la ville. Au milieu du paysage de feu déchaîné des deux côtés, Yukina s'approche du point chaud. L'être invoqué apparaît clairement dans la fumée épaisse, un Kens avec une énergie formidable. À côté se trouve un mage âgé, le contrôleur direct, dont le visage exprime l'expérience ainsi que des signes de vitalité épuisés après une bataille féroce. Le Kens attaque, invoquant un bras géant visant à détruire tous les obstacles devant lui. Cependant, le coup ne touche pas sa cible, mais fait seulement trembler violemment le train, de nombreuses voitures se penchant, créant une scène chaotique. Yukina grimpe rapidement pour observer, découvrant que la main invoquée est contrée par une force invisible, causant de sérieux dommages au Kens, qui tombe en crachant du sang. Immédiatement après, une troisième personne apparaît. L'intention meurtrière émanant de ses yeux froids et de son visage rigide signale le danger. Yukina s'approche avec l'intention de médiatiser. Cependant, l'adversaire a déjà dégainé sa lame et a l'intention d'achever le mage blessé. L'homme est le nouveau venu. Alors qu'il abat sa lame, Yukina se précipite pour la bloquer au moment décisif. Les yeux de Mail changent soudainement de direction lorsqu'il reconnaît Schneewalzer, la lance symbolisant le pouvoir du roi lion. Conscient de la véritable force de la fille, il se rapproche immédiatement, lançant une rafale de techniques, forçant Yukina à utiliser toutes ses compétences pour répondre. Elle contre avec précision, poignardant à plusieurs reprises le corps de l'adversaire, mais tous ses efforts échouent à le faire vaciller. Un développement inattendu se produit lorsque Tati, l'assistante de Mail, apparaît, créant deux bras géants supplémentaires, les utilisant comme des entités vivantes pour attaquer Yukina. Une seule main suffit à la faire vaciller. Quand la deuxième arrive, la situation devient encore plus défavorable. Sous la pression de tous côtés, une pensée surgit soudainement dans l'esprit de Yukina. Si elle ne peut pas revenir, que se passera-t-il pour Kajev? Soudain, un coup violent venu de loin déchire les deux mains invoquées, suivi d'une puissante onde de vibration. De la fumée, Kaju apparaît, les yeux brillants, montrant clairement des signes d'éveil. Mail suspend temporairement ses actions, sentant clairement le pouvoir magique inhabituel de l'adversaire. Des souvenirs du quatrième progéniteur surgissent, le rendant méfiant. Ne manquant pas l'occasion, il se précipite activement, voulant vérifier le véritable pouvoir de celui autrefois considéré comme une légende. Le combat continue, avec l'équilibre qui penche progressivement en faveur de Mail. Kaju, malgré ses efforts pour résister, ne parvient toujours pas à renverser la situation. Cependant, au moment critique, un flux d'énergie primordiale jaillit du plus profond de son corps, brisant toutes les barrières. Son apparence change complètement, la puissance se répand, donnant l'impression que l'espace environnant se fige. La véritable bataille commence à partir de ce moment. Sous la faible lumière du matin du jour suivant, l'air sur le site de l'explosion de la nuit dernière portait encore l'odeur lourde de brûlé. La police avait bouclé toute la zone, menant une enquête urgente. L'incident a causé une coupure de courant pour plus de 20 000 foyers, bien que 10 000 d'entre eux aient été rapidement rétablis. Les dégâts s'élevaient à environ 50 milliards de yens, un chiffre qui donnerait le vertige à quiconque l'entendrait. Tout provenait de la bataille féroce entre des entités possédant des pouvoirs bien au-delà des capacités humaines. Au moment où Yukina envisageait sérieusement de signaler l'incident, elle mit de côté cette intention, en se souvenant de la façon dont Kaju avait risqué le danger pour la protéger. Cette action la rendit quelque peu confuse, alors elle choisit de rester silencieuse. Pour atténuer les conséquences, ils ont invoqué la légitime défense pour justifier leur explosion précédente. Dans la zone de la gare, l'incident de l'explosion a entraîné la suspension temporaire des opérations ferroviaires, affectant les horaires de nombreuses personnes. Dans une brève conversation entre Yukina et Kaju, elle a mentionné que la foudre de la nuit dernière n'était pas commandée par Kaju. Bien qu'il ait hérité du pouvoir de Shinsu, son contrôle restait imparfait, surtout face à une entité incarnant Kana comme la manifestation d'un pouvoir qui refuse de se soumettre. Dans des conditions normales, Kaju pouvait maintenir la stabilité de ce flux de pouvoir. Cependant, une fois submergé par une autre entité Kana, les choses échappaient facilement au contrôle.
La cause profonde provenait peut-être du fait qu'il était un vampire qui conservait encore sa pureté, n'ayant jamais pris le sang de quiconque. Alors que la conversation entre Kaju et Yukina se poursuivait, Gaju apparut soudainement. Ses yeux perçants examinèrent rapidement la particularité chez Yukina, émettant ainsi un avertissement selon lequel Kaju devrait être plus prudent à l'école. À ce moment-là, Asagi est venu chercher Kaju pour s'informer de l'incident de la nuit, tout en se demandant qui était la fille qui se tenait à ses côtés quand c'est arrivé. Bientôt, des rumeurs se sont répandues dans toute l'école lorsqu'une nouvelle élève au physique frappant a été transférée. L'attention s'est immédiatement portée sur Kaju, avec de nombreux étudiants masculins exprimant leur intérêt et voulant en savoir plus sur cette fille. La commotion a continué jusqu'à ce que l'enseignante Natsuki entre dans la salle de classe, appelant Kaju au bureau après le déjeuner. L'accompagnait cette nouvelle élève. Au bureau de l'enseignante, un autre élève s'est approché de manière inattendue, essayant de sonder la relation entre Kaju et Asagi. Il a seulement affirmé qu'ils n'étaient rien de plus que de proches amis. À ce moment-là, Asagi se tenait à proximité, déchirant silencieusement le rapport de Kaju. Natsuki a continué à présenter des preuves concernant l'explosion précédente, y compris des photographies des victimes. Certains étaient dans le coma, tandis que les chasseurs de démons présumés n'avaient pas encore été capturés. Comme Kaju pourrait être choisi comme prochaine cible, elle a demandé qu'il ne quitte absolument pas la maison la nuit. Avant de partir, Natsuki a rendu à Yukina l'ours en peluche perdu. Après le chaos, Yukina a commencé à synthétiser les détails étranges entourant la fille qu'ils avaient rencontrée. Grâce à son jugement aiguisé, elle a déterminé que l'adversaire n'était pas un humain ordinaire, mais un produit de biotechnologie avancée. Des indices sur la troisième personne apparus en même temps que Kansai et Kensu ont été attaqués ont également été placés sous la suspicion de Yukina. Bien qu'elle ait enquêté sur de nombreuses zones autour de l'île d'Itagami, l'intuition a conduit Yukina vers un endroit plus éloigné, un lieu auquel peu de gens prêtaient attention. Kaju a immédiatement contacté Asagi pour retrouver des données classifiées. Grâce à ses compétences supérieures en cybersécurité, Asagi a rapidement découvert les coordonnées d'une installation de recherche cachée derrière une barrière apparemment liée à l'entité artificielle. Yukina a décidé d'aller voir. Bien qu'elle ne veuille pas que Kaju l'accompagne au départ, elle a accepté à condition que si la situation devenait compliquée, il devait se retirer immédiatement. Tous deux se dirigèrent vers une structure abandonnée au fond d'une zone oubliée. Après avoir franchi la barrière extérieure trompeuse, la véritable porte est apparue, ouvrant le chemin vers la zone centrale. À l'intérieur se trouvait un vaste laboratoire. Ici, de nombreuses entités artificielles étaient maintenues en hibernation ou emprisonnées. Une découverte qui rendit Yukina encore plus certaine que l'incident recelait bien plus d'éléments dangereux qu'il ne l'avait pensé. De l'autre côté, une fille identique à celle qu'ils avaient rencontrée la nuit précédente est soudainement apparue, accompagnée d'un avertissement sur un danger imminent. Elle a révélé que l'île d'Itagami risquait d'être complètement submergée car l'organisation derrière cette installation avait atteint un pouvoir au-delà de l'imagination, un pouvoir lié au trésor éternel. La fille clonée était un produit direct de ce processus lorsque Kensei a utilisé Kenzu comme hôte pour implanter de l'énergie destructrice dans son corps. Cependant, comme le corps artificiel ne pouvait pas durer longtemps, elle a été forcée d'absorber la force vitale des démons vaincus pour prolonger sa durée de vie. La conversation s'est rapidement transformée en une vive dispute entre les deux parties. Kaju, incapable de garder son calme, s'est avancé pour exprimer sa colère. Du côté ennemi, quelqu'un lié à l'organisation est apparu, mais cette fois sans dissimuler leur objectif. Ils ont invoqué une entité appelée Shoyeti, une créature démoniaque possédant une puissance énorme. Yukina a d'abord sous-estimé l'adversaire, attaquant directement, mais a été immédiatement contrée. Malgré l'utilisation de sa compétence de lance pour créer de la pression, elle a réalisé que toute sa magie et ses attaques étaient annulées. La vérité a révélé que l'adversaire utilisait une capacité spéciale appelée compétence de résonance, la capacité d'annuler la magie et de pénétrer toutes les formes de défense. En un instant, Yukina fut projetée au loin, incapable de réagir à temps à la hache qui tombait. À ce moment précis, Kaju se précipita, utilisant son corps pour la protéger de tout dommage. Le sang de la coupure éclaboussa, formant une flaque rouge sur le sol froid. Ensuite, il a retiré la hache et a balayé d'un coup fatal. Le corps de Kaju s'est effondré. Les blessures étaient si graves que sa tête était presque séparée de son corps. Dans les mains de Yukina maintenant, Kaju n'avait qu'une tête sans vie. Une scène qui a profondément choqué son cœur, tandis que les forces obscures se préparaient à poursuivre leur voyage destructeur. Dans le serveur d'Asagi, une alerte urgente a été émise lorsque le système a détecté deux intrus avec une puissance équivalente à une armée entière s'approchant d'une zone critique. À ce moment-là, Kaju s'est réveillé après la bataille féroce. Toutes les blessures sur son corps disparurent progressivement de manière miraculeuse, le sang revenant également dans son corps comme si une main invisible manipulait la vie elle-même. Les visages de Yukina et Kanon montraient clairement de l'étonnement, témoins de la capacité de récupération au-delà de l'imagination que possédait Shinizuka ou Kaju Akatsuki, le quatrième progéniteur.
Yukina Heimuragi se sentait confuse par l'action de Kaju de la sauver. Depuis son enfance, elle avait été abandonnée par ses parents, vendue, puis entraînée comme une guerrière sans émotion, une machine vivante existant uniquement pour combattre. Pour elle, la mort n'était plus effrayante, mais simplement une fin paisible, car depuis longtemps, elle avait toujours cru que si elle disparaissait, personne ne serait triste ou ne pleurerait. Lorsque Kaju a essayé de se lever, son corps a perdu l'équilibre, le faisant tomber vers Yukina, créant une situation gênante. Bien qu'embarrassé, Kaju a également admis qu'il était lui-même étrange, espérant que Yukina ne sacrifierait pas sa vie pour quelqu'un comme lui. Alors qu'il parlait, une secousse soudaine s'est produite. Kaju a immédiatement sorti son téléphone et a reçu la nouvelle que la porte de Keito, un passage stratégique sur l'île d'Itagami, venait d'être attaquée. Pendant ce temps, Asagi Aiba était piégé parmi les décombres, entouré de feux déchaînés, aux côtés de personnes gravement blessées. Malgré les circonstances dangereuses, elle a quand même répondu à l'appel de Kaju, rapportant la situation. À travers la voix tendue d'Asagi, Kaju apprit qu'un vieil homme mystérieux derrière cette attaque était accompagné d'un Kenju artificiel, ce qui laissa Asagi incapable de cacher son étonnement. Néanmoins, il n'y avait pas de temps pour les questions. Elle envoya immédiatement la localisation, rapportant avec précision la position des deux intrus. La zone qu'il visait n'était qu'un bloc d'acier spécial, le point de connexion central entre les 4 directions principales de l'île. Kaju a demandé plus d'informations sur le trésor, le véritable objectif du raid, mais Asagi l'a informé que ces informations relevaient des secrets militaires. Par conséquent, Yukina a dû intervenir pour percer le pare-feu, bien qu'elle se sente mal à l'aise à ce sujet. Malgré l'obstruction de Yukina, Kaju dit quelque chose qui la fit réfléchir, et elle finit par accepter de le laisser boire son sang. Il s'avéra que cette action était un moyen de faire accepter au Kenju en Kaju l'unification avec Shio, son pouvoir caché, et Yukina savait bien qu'il ne pouvait pas le faire sans être pleinement activé. Bien que Kaju ne veuille pas franchir les limites, la persuasion de Yukina ne lui laissa pas d'autre choix. Au même moment, une troisième personne apparut au cœur central de l'île. Kaju et Yukina arrivèrent rapidement, juste à temps pour faire face à l'étranger. Un dialogue intense commença, tournant autour de questions anciennes, de secrets enfouis dans l'histoire de cette île artificielle. L'intrus a déclaré qu'il voulait récupérer la pierre fondatrice, quelque chose qui était la source de vie sur l'île. Cependant, si elle était retirée, la vie de plus d'un demi-million de résidents serait menacée. Yukina a essayé de le persuader de choisir des options légales pour reprendre ce qui lui appartenait, plutôt que de tout détruire. Néanmoins, le vieil homme refusa catégoriquement et appela Tatare au combat. Face à la situation tendue, Kaju sauta dans l'arène, prêt à libérer une énergie immense du plus profond de son âme. La bataille recommença, non seulement pour protéger l'île d'Itagami, mais aussi une bataille de mémoire, d'honneur et surtout de survie. Au milieu de l'échange féroce, Heimrog Yukina s'est soudainement précipitée sur le champ de bataille, demandant à rejoindre le combat. Elle a activement pris en charge la confrontation avec Astarte, tandis que Kaju Akatsuki s'est vu confier la responsabilité importante d'arrêter les actions de Maguscraft, le cerveau derrière tout ce plan sombre. Alors que Yukina commençait à lancer des attaques puissantes, son adversaire, une personne à l'identité étrange, réalisa que la puissance de Yukina augmentait considérablement. Ne voulant pas être désavantagé, il activa immédiatement une armure de combat spéciale, une arme qui avait été préparée à l'avance pour affronter ceux ayant des capacités extraordinaires. Cependant, Yukina n'avait pas l'intention de reculer. Elle a invoqué Kenju, l'une des compétences spéciales appartenant à Sekai, changeant rapidement la situation. Sa contre-attaque inattendue a envoyé l'adversaire voler en arrière. Alors que Yukina se préparait à porter le coup de grâce, une collision violente éclata en raison de l'intervention de Tatiana, créant une série de fortes ondes de choc provoquant l'émission de signaux d'alerte d'urgence par l'ensemble du système serveur. Lorsque Yukina réalisa que ses attaques ne pouvaient pas pénétrer l'épaisse armure protectrice entourant Astarte, elle renforça immédiatement sa lance Schneewalzer, utilisant toute sa force pour percer la barrière défensive. Kaju comprit son action et signala rapidement à Kenju d'attaquer en coordination. Après la collision intense, la lance de Yukina se brisa, mais en même temps, Astarte tomba également dans un état de complète submersion. Le dernier Maguscraft ne pouvait pas maintenir l'équilibre face à la vague continue d'attaque. Son armure défensive a été détruite et il a finalement subi une lourde défaite. Immédiatement après la bataille, Kaju a embrassé Yukina, puis a soudainement sauté vers Astarte, utilisant la capacité du 4e vampire pour mordre le cou de cette fille artificielle. Il croyait que s'il prenait le contrôle du Kenju de l'adversaire, il pourrait facilement neutraliser la menace. Yukina se tenait derrière, ressentant clairement une montée de colère. Dans son cœur, un sentiment de trahison est apparu, car l'action de Kaju dépassait largement les limites permises.
Avec le morceau cassé de sa lance encore en main, elle ne put contenir sa colère et se mit à frapper Kaju. Himuragi comprit qu'elle venait de traverser un tournant important. À partir de là, elle devint officiellement l'une de celles capables de saigner pour fournir de l'énergie au quatrième vampire, marquant une nouvelle phase dans leur relation. Tout semblait être arrangé à l'avance par Vattler, qui avait surveillé les développements en coulisses. Cependant, en raison d'actions dépassant les ordres qui ont endommagé l'arme spécialement délivrée, Yukina a été forcée de quitter sa position actuelle. Alors qu'elle se préparait à se retirer, un colis de l'agence du Roi Lion fut livré de manière inattendue. À l'intérieur se trouvait la lance Schneewalzer, complètement restaurée. Cette action était comme une affirmation de l'organisation qu'il voulait toujours qu'elle continue la mission de surveillance d'Akatsuki Kaju, une mission qui n'avait jamais pris fin. Une étrange créature était intensément chassée à travers l'île d'Itagami. Lorsqu'il semblait qu'il n'y avait aucune échappatoire, l'individu a soudainement activé un dispositif explosif à distance, dans l'intention de créer le chaos pour fuir. Cependant, le plan a été rapidement déjoué. L'ensemble du système de détonation avait été neutralisé avant de pouvoir prendre effet, et cette personne a été arrêtée de manière inattendue par quelqu'un qui venait d'apparaître, une fille petite mais digne, Aiba Natsuki. L'adversaire la reconnut rapidement comme une mage, mais se précipita néanmoins imprudemment pour attaquer. Cette action irréfléchie permit à Natsuki de les maîtriser facilement en utilisant sa capacité à manipuler l'espace, une forme avancée de magie que seuls ceux ayant une connaissance approfondie pouvaient exécuter. Alors que l'adversaire tentait d'esquiver et de lancer des attaques rapides, elle gardait toujours l'avantage. Lorsque cette créature fut complètement capturée, Natsuki détermina qu'elle travaillait pour Gadu, une force souterraine dangereuse cachée sur l'île. Ensuite, elle remit le sujet aux forces de sécurité pour mener une enquête plus large. Dans une situation complètement différente, Kaju Akatsuki entra dans la salle de bain pour appeler sa mère pour le dîner, mais découvrit Yukina en train de se changer à l'intérieur. Ce malentendu lui valut un coup de pied dévastateur. Plus tard, dans le train pour l'école, sa sœur, Akatsuki Nagisa, a gentiment demandé des nouvelles de la situation du matin. Yukina a pris la parole, se blâmant d'avoir imprudemment laissé entrer quelqu'un au comportement étrange dans sa chambre. Elle est apparue à la maison pour prendre des mesures corporelles, en préparation d'une tenue pour un événement sportif. Cependant, en réalité, sa classe ne participait pas à la compétition, mais assistait seulement en tant que groupe de soutien. Certains élèves masculins de la classe de Yukina avaient activement suggéré qu'elle leur apporte un soutien moral, ne lui laissant pas d'autre choix que d'accepter. Pendant ce temps, Nagisa ne savait pas si elle devait encourager son frère ou non. Bien qu'embarrassée, elle a finalement décidé de soutenir Kaju pour cette occasion. Asagi Eiba, une camarade de classe, a apporté sa raquette de sport aujourd'hui, prête à participer au tournoi. En chemin vers la classe, elle a demandé à Kaju quel événement il choisirait. Il a répondu qu'il trouverait la discipline la plus simple pour passer facilement. À l'école, quand Asagi a regardé la liste, elle a été choquée de découvrir qu'elle avait été jumelée pour concourir avec Kaju. Bien que quelque peu confuse, elle ne pouvait pas changer la situation. Kaju se rassura en se disant que la discipline à laquelle il participait n'était probablement pas trop difficile. Dans un autre cas, Josuke, un membre de l'équipe technique, était soupçonné de transport illégal d'objets expérimentaux. En réponse à ce soupçon, Natsuki apparut, déclarant qu'elle venait de maîtriser certains individus sous le commandement de Josuke. Juste au moment où les forces d'escorte allèrent l'arrêter, il révéla sa véritable forme de démon. Natsuki contrôla rapidement le sujet avec de la magie spatiale, puis le remit à Astarte pour traitement. Elle convoqua également Kenju pour renforcer la défense, sachant qu'Astarte pouvait contrôler ce type d'entité. En vérifiant les dossiers, Natsuki a découvert que l'adversaire avait des liens avec des activités de contrebande. En analysant la situation à travers le système de surveillance, elle ne pouvait pas prédire clairement le prochain objectif de Gadu, la personne derrière de nombreux incidents récents. Sur un yacht de luxe, Akatsuki Kaju, le gardien du quatrième progéniteur, montrait des signes de confrontation avec une nouvelle force. De retour sur le terrain de sport, Yukina comprenait peu à peu pourquoi Asagi était en colère d'avoir été forcée de faire équipe pour la compétition. Après avoir acheté de l'eau, elle envisagea de partir tôt, mais craignant qu'Asagi ne se fâche, elle resta jusqu'à la fin. Dans la salle de classe, alors que Kaju s'apprêtait à s'asseoir, la chaise se déchira soudainement, suivie d'une série de flèches tombant du plafond. Remarquant deux esprits de bête en forme de lion, l'un d'un or éclatant, l'autre blanc argenté, il pensa à appeler son familier, mais craignant qu'il ne détruise l'école, il décida de ne pas le faire. À ce moment-là, Sayaka Kurosaki apparut juste à temps, lançant sa lance pour repousser l'un des deux. Elle s'est précipitée pour éliminer complètement l'esprit de bête restant avec une poussée puissante. Yukina est ensuite arrivé, identifiant des traces magiques près de la zone.
Bien qu'elle et Sayaka aient apporté leur soutien, Kaju ne savait toujours pas qui avait agi. L'incident ne s'est pas arrêté lorsque deux autres étudiants ont accidentellement vu Yukina utiliser des armes magiques. Elle avait l'intention d'effacer leurs souvenirs, mais Kaju l'a rassurée en disant que son apparence actuelle n'était pas différente de celle de quelqu'un en costume, donc il n'y avait rien à craindre. Ensuite, un messager s'approcha, remettant à Kaju une lettre portant un sceau spécial. Yukina reconnut le symbole appartenant à une grande puissance, signalant que quelque chose de sérieux allait se produire. À ce moment-là, Asagi aperçut Yukina avec la lettre, ce qui la fit mal comprendre quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. La lettre a été envoyée par Veld Gadur, le seigneur du Dominion, un territoire sous l'autorité du premier progéniteur, qui détient 72 familiers puissants. En tant que vampire de sang pur descendant directement du premier, Gadur possédait une influence considérable dans le monde surnaturel. Sur le chemin du retour, Yukina et Kaju discutèrent brièvement de ce seigneur et des possibilités qui pourraient se présenter s'ils devaient l'affronter. La lettre contenait une demande étrange. L'invité devait amener un amant à la fête. Cela mit Kaju dans une position délicate, ne sachant pas qui choisir. L'image de Natsuki a brièvement traversé son esprit. Cependant, Yukina n'a pas manqué l'occasion de l'interroger, ce qui a poussé Kaju à changer d'avis, choisissant Yukina comme sa compagne pour l'explication raisonnable qu'elle était chargée de le surveiller. Dès leur retour, l'agence du Roi Lion avait envoyé un colis, comprenant des tenues sur mesure pour l'événement à venir. Étrangement, la tenue était confectionnée selon les mesures personnelles de Yukina, prouvant que cette organisation possédait plus d'informations que la normale. Le soir, Yukina et Kaju se tenaient devant le yacht préparé par l'organisation du Dominion. En discutant, ils ignoraient qu'une fille mystérieuse les observait silencieusement de près. À l'intérieur du yacht, lorsqu'ils sont entrés et n'ont vu personne, ils ont décidé de monter au niveau le plus haut pour vérifier. C'est là qu'une embuscade a eu lieu. Ils ont été attaqués par une personne masquée, les obligeant à passer rapidement en état d'alerte maximale. Peu de temps après, Veld Gadur, le puissant seigneur de Dominion, est apparu officiellement et a commencé à présenter son identité et le véritable but derrière cette invitation mystérieuse. Immédiatement après que Vatler ait terminé son salut, qui était quelque peu dramatique, comme d'habitude, une série de couteaux et de fourchettes aiguisées a soudainement volé vers Kaju, rendant l'atmosphère dans la pièce tendue en un instant. Yukina réagit extrêmement rapidement, reconnaissant que le coupable derrière cette attaque n'était autre que Cerilan, également connu sous le nom de Kurosaki Sayaka, une vieille amie qui avait combattu à ses côtés lors des missions de l'organisation du Roi Lion. Sayaka était ravie de revoir Yukina après une longue période. Cette fois, elle est venue sur l'île d'Itagami non seulement pour rendre visite à son ami, mais aussi en tant que superviseur envoyé pour représenter Lord Aldiger. La lettre d'invitation pour Yukina et Kaju a également été remise par Vatler à sa demande. Yukina a présenté Sayaka à Kaju, tandis que Sayaka expliquait que sa mission consistait à combiner la magie noire avec des compétences d'assassinat, un type de supervision dissuasif, à la fois protecteur et prêt à frapper si le sujet dépassait les limites. Pendant ce temps, dans sa résidence privée, Eva Asagi a appelé Mitoki Yais, exprimant sa déception en apprenant que Kaju avait des réunions secrètes avec Yukina sans en informer personne. Yais, à moitié en plaisantant et à moitié sérieusement, a dit que Yukina avait peut-être fait quelque chose pour apprivoiser le quatrième progéniteur. Puis Yais a encouragé Asagi à être plus audacieuse si elle ne voulait pas laisser passer sa chance au profit des autres. L'appel s'est terminé lorsque l'ordinateur d'Asagi a soudainement affiché un code étrange, qui s'est avéré être un puzzle envoyé directement à elle par un système anonyme. À la résidence de Dimitri Vatler, il partagea nonchalamment son lien avec Aurora, le corps sacré originel lié au pouvoir d'Akatsuki Kaju. Avec son caractère taquin inhérent, il ne cacha pas son intention de tester la réaction de Kaju. Mais Yukina Himuragi intervint à temps avant que les choses ne dégénèrent. Bien que ne s'interférant pas directement, Vatler a détecté des traces du sang de Yukina restant sur Kaju, montrant ainsi de l'intérêt. Il a émis un avertissement que s'ils avaient vraiment un lien de sang, Yukina deviendrait une adversaire dans le jeu de pouvoir qu'il appréciait toujours. Yukina a choisi d'éluder, en se concentrant sur la raison pour laquelle ils avaient été invités sur l'île. Vatler a mentionné Gadalkan d'Agrona, une figure qui avait causé le massacre au Grand Théâtre, entraînant des centaines de morts. Il avait fait partie de l'organisation radicale, Black Death, qui était censée avoir été éliminée. Cependant, selon Vatler, après l'assassinat du leader original, certains survivants ont engagé Gadalkan pour prendre le relais. Vatler était celui qui avait exécuté l'assassinat précédent, mais actuellement, le successeur opérait sur l'île d'Itagami avec l'ambition de briser le saint traité. Ne voulant pas que Kaju prenne des risques, Vatler a confié à Yukina la tâche de s'occuper de Gadolkand. Il craignait que si Kenju intervenait, cela pourrait entraîner des conséquences imprévisibles pour la situation globale. Le lendemain matin, Kaju se retrouva dans une situation embarrassante en se réveillant et en voyant Asagi Eiba allongé accidentellement sur lui.
Pris de panique, il toucha accidentellement une zone sensible, provoquant leur chute au sol. À ce moment-là, Yukina et Nagisa entrèrent dans la pièce, assistant à une scène qui créa un profond malentendu. Yukina ne dit rien. Elle partit silencieusement, tandis qu'Asagi rentra chez elle déçue, pensant qu'elle avait mal jugé Kaju. Personne ne savait que tout était dans la portée de surveillance de Sayaka Kurasaka, une mage utilisant une bête spirituelle pour surveiller à distance. Ensuite, Kaju a cherché Yukina pour s'excuser, tout en admettant sa peur de perdre le contrôle si la soif de sang éclatait. Il se blâmait de ne pas être assez vigilant, espérant que Yukina comprendrait la faiblesse en lui. Un matin, sur l'île d'Itagami, Yukina s'est approché de Minamiya Natsuki pour obtenir plus d'informations concernant la cible Gadolkand. Kaju l'accompagnait. Pendant qu'il parlait, Aoi, l'assistante de Natsuki, a apporté du thé, mais seule une portion a été gardée pour le propriétaire. Natsuki a mis en garde contre une approche trop rapide car, selon des données classifiées, Gadolkand possédait actuellement un artefact ancien de l'ère du Saint-Clan, autrefois documenté comme ayant la capacité de détruire la civilisation. Il est arrivé sur l'île par un réseau de contrebande, accompagné d'un manuel d'instructions incomplet. Tous les chercheurs qui avaient essayé de le déchiffrer avaient échoué et la plupart n'étaient plus libres. Des signaux récents de la zone du quai ont correspondu aux données sur cet ancien artefact. Cependant, le véritable danger, selon Natsuki, n'était pas Gadolkand, mais Vatler, un ancien vampire qui avait éliminé 2 agents de classe S en un clin d'œil. S'il changeait soudainement d'attitude, Yukina n'aurait pas la capacité de résister sans collaborer avec Kaju. Après la réunion, Yukina a demandé à Kaju s'il avait encore besoin de boire du sang pour contrôler les Kenji. Sa réponse a laissé Yukina sans voix, non pas parce qu'il a refusé, mais parce que le sentiment de dépendance le rendait honteux. Cela l'a rendue à la fois confuse et en colère. Dans un effort pour trouver une solution pour stabiliser le pouvoir de Kenju, Yukina a proposé de demander à Asagi de rechercher l'ancien artefact, Nailak Virza, un objet lié à la magie ancienne. En entendant le nom, Asagi a montré un intérêt évident et a immédiatement accepté d'enquêter. Dans une autre zone, Yaemi Toki surveillait secrètement tous les mouvements. Lorsqu'il a découvert Yukina et Kaju entrant dans la salle du conseil des étudiants où des données confidentielles étaient stockées, il a activé un dispositif d'écoute. À ce moment-là, Asagi a rapidement brisé le verrou du système de sécurité, créant des conditions pour que Kaju infiltre le serveur. Ils ont découvert un modèle biologique ressemblant à une araignée, probablement le prototype de l'arme utilisée par Gadolkand. Juste à ce moment-là, le bruit d'une porte qui s'ouvrait a surpris Asagi, qui a tiré Kaju pour se cacher sous la table. Un enseignant est passé, s'est arrêté pour observer, puis est parti sans rien détecter d'inhabituel. Dans cette situation tendue, le saignement de nez de Kaju a soudainement coulé à cause de leur proximité, une scène qui a involontairement attiré l'attention de Sayaka, qui surveillait secrètement de loin. Ensuite, ils ont quitté le bâtiment pour se rendre sur le toit afin de poursuivre leur discussion. Kaju a mentionné une séquence de symboles anciens découvertes dans le système, ouvrant une discussion autour des langues anciennes et des sceaux non déchiffrés. Confus par les événements de la nuit précédente, Asagi trouva une excuse pour partir. À ce moment-là, Sayaka apparut depuis le toit. Sans dire grand-chose, elle attaqua Kaju pour avoir découvert qu'il avait bu le sang de Yukina. Yukina se précipita immédiatement pour l'arrêter. La confrontation entre les deux devint tendue, causant à Kaju de se blesser accidentellement. Le sang tombant activa immédiatement le pouvoir du 4e progéniteur, créant des fluctuations magiques violentes sur le toit. Asagi a vu l'énergie chaotique se répandre de loin. Pendant ce temps, une voiture avec une plaque d'immatriculation floue s'égarait près de l'académie. Sur le siège du conducteur, la photo d'Asagi était placée de manière bien visible, signalant qu'une personne dangereuse venait de la cibler. Dans le couloir supérieur de l'académie Sekai, Eiba Asagi a accidentellement vu Sarasaki la Folia tenant une épée émettant une lueur inhabituelle. L'attitude sérieuse de la Folia et ses yeux vigilants rendit Asagi méfiante. Elle s'approcha lentement de la personne qui venait d'apparaître, dans l'intention de clarifier la situation. Mais avant qu'elle ne puisse parler, le flux d'énergie d'Akatsuki Kaju commença à fluctuer violemment. Il semblait que la présence de la Folia avait stimulé une réaction étrange à l'intérieur du corps du 4e progéniteur. La lignée démoniaque à l'intérieur de Kaju commença à déferler de manière incontrôlable, rendant l'espace autour de l'école chaotique. La pression énergétique augmenta soudainement, créant des ondes de choc se propageant à travers le campus. La Folia, bien que l'instigatrice, tenta tout de même d'appeler Kaju à s'arrêter, mais il était clairement trop tard. Yukina Himuragi, sentant le chaos éclater, apparut avec Sekiru, sa lance sacrée, en main. Elle intervint rapidement, créant une impulsion pour stabiliser le flux d'énergie qui échappait au contrôle de Kaju. Grâce à ce choc, sa conscience revint progressivement à la normale. Cependant, l'incident ne s'est pas arrêté là. Kaju a commencé à se disputer violemment avec la Folia, rendant l'atmosphère encore plus tendue.
Yukina ne resta pas silencieuse, mais demanda sérieusement ce que faisaient les deux dans un endroit nécessitant une telle protection stricte. Dans son esprit, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de son rôle, elle qui avait laissé la situation dégénérer. Akatsuki Nagisa monta à l'étage pendant le chaos, ne comprenant pas ce qui se passait. Devant ses yeux se trouvait l'image d'Eiba Asagi inconsciente au milieu des couloirs brisés. Yukina a immédiatement emmené son ami à l'infirmerie, où le médecin a confirmé qu'il n'y avait pas de blessure grave. Pendant ce temps, Nagisa a accidentellement rencontré l'assistante d'Adela Folia en tenue de domestique, ce qui l'a poussé à s'approcher par curiosité. Après avoir repris conscience, Asagi se souvenait vaguement de la silhouette de quelqu'un tenant une lame apparaissant avant qu'elle ne s'évanouisse. Yukina a dit doucement que c'était une connaissance, devinant secrètement que la Folia était devenue jalouse en voyant Kaju à côté d'Asagi. De manière inattendue, Asagi a directement demandé quelle était la relation entre Yukina et le quatrième. Sur le toit, Kaju et la Folia ont été punis en s'agenouillant pour avoir causé des problèmes. Ils continuaient à se disputer sans cesse, avant que Kaju ne prenne activement la responsabilité. Bien qu'il se plaigne du travail de supervision, il n'a pas nié sa confiance en Yukina. La conversation a changé lorsque la Folia a présenté une photo d'enfance d'elle avec Yukina. Alors que Kaju s'approchait, la Folia a reculé d'un pas. Un compliment inattendu l'a fait rougir de gêne. Soudain, Ade est apparu, annonçant que des ennemis s'infiltrèrent par la porte. Avant qu'ils ne puissent se préparer, les démons avaient déjà envahi l'école. Nagisa s'est enfui paniqué, a rencontré un étranger dans le couloir, ce qui l'a fait crier fort. Yukina a été forcé d'assommer Nagisa pour éviter une panique générale. Gadol Kandegrona est entré de manière inattendue, suivi d'un étranger. Tous deux s'approchèrent d'Asagi, lui demandant de faire quelque chose d'important. Ad se plaça immédiatement devant pour fournir une action défensive. Cependant, l'autre n'hésita pas, sortit une arme et tira directement. Le coup de feu résonna jusqu'au toit, poussant Kaju et la Folia à descendre immédiatement. En raison de l'influence magique résiduelle, Kaju a temporairement perdu l'ouïe d'une oreille. À son arrivée, il a été stupéfait de voir que Yukina et Asagi avaient été maîtrisés et emmenés. Une longue nuit d'incertitude commença. À l'infirmerie, Kaju rencontra Ade gravement blessée, avec du sang imbibant sa manche. Elle venait de reprendre conscience après le conflit intense. À ce moment-là, Gerd, quelqu'un de l'unité poursuivant les assaillants, prit secrètement une pilule spéciale cachée dans sa manche. Après quelques secondes, son corps s'illumina, l'énergie magique l'aidant à flotter en l'air. Kaju, Yukina et Gerd ont été escortés à bord d'un hélicoptère militaire, perdant complètement le contrôle. Sans autre choix, Gerd a avalé toutes les pilules restantes, créant un clone artificiel grâce aux signaux émis par l'appareil dans son oreille. Dès que le clone est apparu, une force non identifiée a attaqué directement, le neutralisant instantanément. Gerd a été projeté hors de l'appareil, tombant dans le lac profond en dessous. Yukina et quelques autres restés sur le navire étaient encore en sécurité. Nagisa, seule, commença à sombrer dans le désordre. Yukina a révélé que la sœur de Kaju avait précédemment subi une intervention liée à des entités démoniaques, entraînant un traumatisme psychologique sévère. Lorsqu'ils ont été amenés à la cachette, Gadolkand a remis à Asagi un livre ancien contenant des informations sur Nalikuvra, un dieu ancien capable de détruire à la fois le fort et le royaume de Shino. Il voulait activer ce pouvoir destructeur par un ancien commandement. Sur le chemin de la retraite, la Folia remercia Sarasaki d'avoir sauvé Adi à temps. Cependant, le groupe fut immédiatement bloqué dans la zone de transit. C'était également le point qu'il devait atteindre. Kaju n'hésita pas, portant la Folia et sautant à travers la coque du navire, s'approchant de la base sûre. Dès qu'ils mirent le pied à l'intérieur, Natsuki Minamiya apparut juste au moment où une puissante explosion détruisit le compartiment de stockage. Après l'explosion, Vatler est apparu avec son sourire perpétuel. C'était tout un piège conçu pour attirer les forces de défense de l'île d'Idogami dans son expérience, un lieu contenant une nouvelle arme hors de contrôle. Immédiatement après, Nalikuvra a été invoqué. L'ancien dieu, initialement stocké depuis des temps anciens, s'était maintenant réveillé, commençant à attaquer l'équipe de défense sans pitié. Tous les systèmes de défense devinrent inutiles face à sa puissance destructrice. Agrona reçut également à ce moment-là la notification que l'artefact de sang et la forme de combat évoluée avaient commencé à tirer. Yukina ne comprenait pas pourquoi Vatler, quelqu'un avec un pouvoir écrasant, accepterait de soutenir Agrona et permettrait au dragon immortel d'intervenir. La seule raison à laquelle elle pouvait penser était qu'ils s'ennuyaient trop et que c'était un jeu de guerre pour les aider à passer le temps. Après le retrait d'Agrona, Nagisa semblait tomber dans un état d'inconscience, mais avant cela, elle semblait devenir quelqu'un d'autre. Elle a laissé un message pour Asagi, fournissant quelques suggestions directionnelles, puis s'est évanouie. La flamme de la destruction, source du pouvoir de l'ancien dieu, s'était maintenant enflammée. Vatler se tenait au milieu de la bataille, jetant quelque chose d'en haut comme s'il ordonnait l'attaque.
Il a pris la responsabilité de détruire le noyau de contrôle de Nalikouvra. À ce moment-là, Kaju a reçu un appel de Yukina confirmant que Nalikouvra avait commencé à pénétrer plus profondément dans le réseau central. Kenju, la bête spirituelle invoquée par Vatler, a été appelé. Non seulement cela, il a également combiné deux formes de Kenju pour créer une variante supérieure à celle d'avant. Kaju, clairement conscient de la menace devant lui, retenait activement Nalikouvra, tandis que le groupe de Yukina cherchait à neutraliser le noyau. Lorsque Vatler exprima son intérêt à rejoindre la bataille, Kaju demanda immédiatement qu'il n'intervienne pas, car dans cette bataille, il voulait la terminer lui-même. Vatler accepta et ordonna à Kenju de détruire la ligne de transmission des armes stratégiques, ouvrant la voie à une contre-attaque. Kaju Akatsuki s'avança profondément au centre de la bataille, tandis qu'Asagi Aiba persistait à se concentrer sur le déchiffrage de textes anciens pour trouver un moyen de sceller l'ancienne machine. Yukina Himuragi, sans hésitation, commença à se déplacer de manière indépendante pour fournir un soutien de l'extérieur. Pendant ce temps, Kaju tenta d'éviter une série d'attaques consécutives de Nalikouvra, l'ancien dieu de la destruction en éveil. Un faux pas lui fit perdre l'équilibre, mais Sayaka Kurasaka s'était précipité juste à temps, subissant une terrible attaque à sa place. Ne pouvant accepter que son ami subisse davantage de dégâts, Sayaka explosa, déchaînant sa technique la plus puissante, balançant sa lame directement sur la jambe de Nalikouvra. Cependant, le bouclier d'énergie ancienne qui l'entourait empêcha la coupure de pénétrer. La force réactive de la barrière projeta Sayaka en arrière. Kaju, à ce moment-là, invoqua Kenju, sa bête spirituelle, et créa un mouvement écrasant pour la sauver du danger de justesse. Néanmoins, la collision entre deux sources d'énergie aussi grandes les entraîna tous deux dans un profond gouffre sous le sol. Heureusement, ni Kaju ni Sayaka ne rencontrèrent de danger sérieux. En se réveillant, Sayaka a malheureusement glissé à nouveau, tombant directement sur Kaju, ce qui l'a rendu extrêmement embarrassé, car son corps mouillé s'était accidentellement pressé contre lui. Pour éviter tout malentendu et l'aider à sauver la face, Kaju a immédiatement enlevé sa veste extérieure pour couvrir Sayaka. Au milieu de l'espace humide, des colonnes d'eau jaillissaient continuellement en raison de la pression souterraine. Nalikouvra continuait à se régénérer, rampant hors du sol à une vitesse extraordinaire grâce à sa capacité d'auto-guérison. Pendant ce temps, Asagi avait enfin terminé le déchiffrement de la séquence de caractères anciens, une information jouant un rôle crucial dans la désactivation du système de contrôle de cette arme ancienne. À ce moment-là, Yukina avait infiltré la zone de protection centrale de la base. Elle a rapidement maîtrisé ceux qui montaient la garde et est allée plus loin à l'intérieur. La scène devant ses yeux l'a laissée stupéfaite. Une série de machines Nalikouvra en phase d'activation prêtes à être déployées à l'extérieur. Sur le champ de bataille, Agrona Gatalkand a clairement révélé son ambition de contrôler toute l'armée ancienne. Il a affirmé que même Vatlor ne comprenait pas l'ampleur réelle du plan. L'objectif ultime était d'effacer Itagami, la terre protégée par le quatrième progéniteur. Après avoir transformé sa forme, il a attaqué Yukina avec une grande pression létale. Submergé lors du premier échange, Yukina a été forcé de se retirer pour récupérer Schneewalzer, puis a activé toute sa puissance. La confrontation a continué avec intensité. Bien que Yukina ne soit pas complètement dominante, elle a réussi à couper un des bras de l'adversaire. Malgré la blessure, Agrona ne faiblit pas mais utilisa rapidement des otages comme bouclier puis activa le système, prenant le contrôle de Nalikouvra. Dans le sous-sol, Sayaka, s'étant remise de la chute, a soudainement embrassé Kaju, lui donnant du sang pour se rétablir. Cette action a non seulement augmenté le pouvoir du quatrième, mais a également servi d'engagement à l'accompagner. De loin, Canon Kanais et Vatlor ont assisté à la scène, avec Vatlor exprimant sa satisfaction en voyant Kaju commencer à mûrir. À ce moment-là, un pilier de lumière s'éleva droit dans le ciel, un signal indiquant qu'un nouveau Kenju était invoqué. C'était la colère du quatrième sous la forme d'un cheval de guerre divin blanc. Agrona perdit progressivement sa position car il ne pouvait pas maintenir le contrôle. Dans un effort pour rétablir la situation, il s'est connecté directement au système central. Natsuki Minamiya est intervenue juste à temps, téléportant Yukina hors de la zone de danger. Simultanément, elle a ordonné l'évacuation de Sayaka et Asagi. La bataille a commencé à pencher en faveur des forces de défense de l'île. Alors que Yukina se préparait à revenir pour apporter son soutien, son téléphone sonna. La plante était Asagi Aiba. À travers sa voix inquiète, Asagi annonça que l'ennemi avait terminé le décryptage de la structure de contrôle de Nalikouvra, poussant la situation à un état d'alerte maximale. Sayaka, observant toujours de loin, ne put s'empêcher de se demander quand elle vit Yukina s'approcher de Kaju, alors que l'énergie du quatrième fluctuait violemment. Néanmoins, Yukina continua d'avancer sans hésitation. Au-dessus de la zone centrale, Kaju avait invoqué Kenju pour combattre les Nalikouvras destructeurs. Cependant, un flux d'énergie étrange provenant d'une direction non identifiée repoussa la bête spirituelle, révélant la présence d'une entité commandante, capable de diriger toute l'armée.
Ne laissant pas Kaju se battre seule, Yukina rejoignit la bataille. En passant près de Sayaka, elle remarqua soudainement la veste de Kaju sur l'épaule de son amie. Un sentiment indescriptible la traversa brièvement. Mais devant ses yeux, des Nalakuvras de bas niveau se rapprochaient, ne lui laissant pas le temps de réfléchir. Kaju continua à invoquer une deuxième bête spirituelle, une forme de lion de combat de Kenju, remarquable pour sa puissante capacité de combat rapproché. Malgré l'utilisation de toute leur force, les bêtes spirituelles ne pouvaient toujours pas pénétrer l'armure extrêmement dure de l'entité principale. Alors que la situation de combat s'enlisait, Yukina reçut des nouvelles d'Asagi qu'une commande d'autodestruction avait été intégrée dans le système, activable uniquement lorsque le corps de Nalakuvra était forcé de se restructurer. La condition était de causer des dommages physiques sérieux. Sayaka transforma immédiatement sa courte lame en arc, canalisant tout son pouvoir spirituel dans la flèche et tirant droit vers le haut. La barrière qui en résulta paralysa tous les Nalakuvra subordonnés. Kaju profita de ce moment décisif pour lancer un coup final directement sur le commandant. Juste au moment où la bataille semblait pencher en leur faveur, Agrona Gatalkand, le cerveau derrière tout le plan, apparut soudainement de l'ombre et attaqua Yukina. Cependant, ce coup mortel fut bloqué par l'intervention inattendue de Kaju. Ne laissant pas à l'adversaire le temps de se rétablir, Yukina se précipita en avant, déterminée à mettre fin au combat. Elle lança un dispositif contenant un enregistrement audio spécial dans le noyau de contrôle principal de Nalakuvira, activant le mécanisme d'autodestruction qu'Asagi avait précédemment installé. Une réaction en chaîne se produisit. Tout le système de contrôle fut perturbé. Le corps de la reine se figea en pierre et se brisa rapidement. D'autres machines ont également été détruites en conséquence. Alors que la poussière retombait, Yukina se retourna pour regarder Sayaka avec un regard sérieux, demandant si elle avait laissé Kaju boire son sang. Sayaka admit doucement que dans la situation dangereuse, c'était le seul choix qu'elle pouvait faire pour préserver leur vie. Ailleurs, Vatler, qui aimait toujours observer le champ de bataille de loin, sourit en approuvant la récente coordination. En se retirant de la zone, il ouvrit une lettre qui venait d'être livrée. C'était une notification approuvant le nouveau poste qui lui avait été attribué, un poste de pouvoir diplomatique de haut niveau sur l'île d'Itagami. En tant que nouvel ambassadeur plénipotentiaire, le temps à venir de Vatler ne serait certainement plus aussi ennuyeux qu'avant. Dans un moment chaotique dans le ciel, un grand dirigeable s'est soudainement embrasé intensément. La cause provenait d'une fille possédant un pouvoir bien au-delà des humains ordinaires qui venait de déchirer la gigantesque machine au milieu des nuages. Sur le pont, un guerrier portant une épée sacrée apparut comme le dernier protecteur, prêt à arrêter cette action destructrice à tout prix. Cependant, la confrontation entre ces deux forces opposées ne dura pas longtemps lorsqu'une entité déformée apparut soudainement, appelant la fille B2, un code d'identification mystérieux contenant de nombreuses implications. Elle déclara qu'un des autres dirigeables était porté disparu sans cause claire. À ce moment-là, alors que la fille glissait devant la personne tenant l'épée, un phénomène inhabituel apparut dans le ciel, une zone de lumière tamisée, montrant clairement la silhouette d'une entité appelée l'ange, Ange Aj Eonko. Cette lumière laissa le guerrier stupéfait, agité jusqu'au lendemain. Après cette bataille, Kaju fut appelée continuellement toute la nuit par Saya, bien qu'elle n'ait pas fourni de raison claire. Yukina, qui était toujours allergique à entendre des voix masculines à travers des écouteurs, ne pouvait pas accepter ce type de communication téléphonique. Cela l'a rendue visiblement contrariée, choisissant de se séparer du groupe pour partir seule, ce qui a amené ses camarades de classe à remarquer sa fatigue inhabituelle et à soupçonner qu'elle avait des problèmes de relations personnelles. Asagi est également apparu en même temps, son visage montrant clairement un manque de sommeil. La fatigue simultanée des deux filles a suscité des soupçons croissants de la part de leur entourage. Après les cours, Asagi a exprimé son désir de rencontrer Kaju en privé à la fin de la journée. Comme promis, il est arrivé à l'endroit qu'elle avait désigné, où Asagi lui a soudainement demandé d'enlever sa veste pour qu'elle puisse l'utiliser comme référence de dessin. Pendant ce temps, Kaju se souvint soudain de l'image d'une fille étrange pleurant seule en regardant une vieille photographie, évoquant un sentiment incompréhensible mêlé d'obsession. Ensuite, Asagi a exprimé sa déception, puis est partie silencieusement pour retourner au club de théâtre. À son retour, elle apporta de nombreux accessoires de spectacle, donnant à Kaju un costume avec la demande de se changer. Il se sentit assez étrange de les porter seul, alors Asagi enfila aussi son propre costume, cette fois un uniforme de domestique. L'atmosphère devint plus légère lorsqu'elle commença à le photographier continuellement, tandis que Kaju saisit également l'occasion de capturer ce moment avec son téléphone. Cependant, au milieu d'une interaction apparemment inoffensive, Asagi a soudainement interrogé Kaju sur ce qu'il cachait. En retour, elle a proposé un marché. S'il acceptait de dire la vérité, elle répondrait à n'importe quelle question qu'il poserait. Finalement, elle a convenu de le rencontrer samedi soir pour résoudre ce problème.
Cette nuit-là, Sayaka a appelé à nouveau. Cette fois, elle a annoncé qu'elle se préparait à déménager dans une autre ville parce qu'une personnalité importante venait d'arriver au Japon et la mission de protéger cette personne lui incombait. Juste après avoir terminé la conversation, Kaju aperçut des flammes s'élevant d'une zone de la ville, signalant une nouvelle crise sur le point de se produire. Le lendemain matin, Kaju commença à surveiller les mouvements de sa sœur Nagisa avec une expression inquiète, pensant qu'elle cachait quelque chose d'inhabituel. Cependant, ce plan fut rapidement interrompu par Yukina lorsqu'elle apparut avec un visage sérieux, exprimant clairement le doute dans son cœur. Ils décidèrent alors de suivre Nagisa ensemble jusqu'à la terrasse de l'école. À leur arrivée, ils découvrirent la porte verrouillée de l'intérieur tout en entendant simultanément des bruits étranges qui leur firent croire à tort que quelque chose n'allait pas. Ce malentendu mit Kaju en colère, qui donna immédiatement un coup de pied dans la porte pour vérifier la situation. Cependant, la scène derrière la porte n'était qu'un petit chat se promenant, créant accidentellement le bruit étrange plus tôt. Kaju se tourna vers Nagisa pour l'interroger sur le contenu de la lettre qu'elle cachait, pensant qu'il y avait quelque chose d'important à clarifier. Il s'est avéré que c'était juste une liste de membres du club d'un camarade, Akatsuki, qui essayait de trouver quelqu'un pour s'occuper de ce chat perdu. Nagisa se sentait embarrassée par le fait que son frère pensait que l'adoption d'un chat avait des implications romantiques. En réalité, elle n'osait pas le dire à Kaju parce que garder des chats dans leur complexe d'appartement était inacceptable. Pendant ce temps, Kaju était curieux de savoir d'où venait ce chat. Kenon, une fille aux cheveux blancs pâles, est soudainement apparue et s'est présentée comme quelqu'un qui s'occupait de ce chat depuis longtemps. Elle avait été dans la même classe que Nagisa l'année scolaire précédente. Nagisa se souvint soudain de la réunion annuelle du conseil des élèves, puis se précipita pour s'excuser auprès d'une amie qu'elle avait mal comprise. En montant une colline tranquille, Kaju et Kenon continuèrent leur conversation. Lorsqu'on lui a demandé des informations sur ses origines, Kenon a révélé qu'elle avait du sang mêlé. Son père était étranger. Son enfance était liée à un monastère abandonné où elle a grandi en passant la plupart de son temps à s'occuper de chatons sans abri. Bien qu'elle les aimait profondément, elle avait toujours l'inquiétude de ne pas savoir si elle pourrait rester avec ces petites créatures pour toujours. Par conséquent, Kenon essayait toujours de trouver des personnes de confiance pour les adopter un par un. Pendant ce temps, ailleurs, Kaju s'approchait de Natsuki pour comprendre la situation liée à la récente série de disparitions. À l'intérieur d'une salle d'isolement en verre, la 5e victime a été trouvée inconsciente. Cette femme avait perdu une partie importante de ses organes internes autour du diaphragme et des reins, des signes indiquant qu'il ne s'agissait plus d'attaques ordinaires. Vadler est apparu, émettant un avertissement que l'âme de cette femme possédait une attraction inhabituelle, ayant peut-être attiré une entité dangereuse. Tous les signes indiquaient que tout était lié à une fille mystérieuse apparue la nuit précédente, coïncidant avec le moment où un cuirassé avait complètement disparu de la zone de contrôle. L'armée ne pouvait pas affronter cette créature, car sa puissance dépassait de loin tout système d'armes humain. Vadler a clairement exprimé une attitude déterminée, affirmant que Kaju n'était pas autorisé à intervenir dans l'affaire simplement parce qu'il ne pouvait pas vaincre cette fille. S'il persistait à s'impliquer, ce qui l'attendait n'était qu'une mort sans signification. Lorsque Kenon a rendu le chat à une élève qui vivait près de son ancienne maison, cette petite fille a commencé à partager les souvenirs douloureux autrefois liés à cet endroit. Il y a des années, Kenon a été victime d'un grave accident, et ce qui faisait frémir les gens, c'est qu'elle seule avait survécu parmi les ruines. Après avoir terminé l'histoire, la petite fille est partie en silence, laissant Kenon avec le petit chat qu'elle venait de trouver en dernier, créature toujours à ses côtés après tout. Avec un regard mélancolique, elle décida d'élever personnellement ce chat comme un moyen de continuer un souvenir inachevé. À ce moment-là, Natsuki est apparue, ne cachant pas son sérieux en découvrant des animaux dans l'enceinte de l'école, ce qui est interdit par le règlement. Néanmoins, elle a temporairement mis de côté les règles à condition que Kaju accepte de l'accompagner ce soir-là pour accomplir une mission spéciale. Comme convenu, Kaju s'est présenté, cette fois accompagné de Yukina. Natsuki a présenté une série d'incidents inhabituels, en particulier l'événement survenu il y a 3 jours, tout en soulignant que dans seulement 2 semaines, 5 incidents similaires s'étaient produits. L'objectif de ce soir était de retracer la localisation de ceux qui utilisèrent de fausses formes pour causer des problèmes. Dès que l'alerte a été lancée, le suspect est apparu. Natsuki a immédiatement activé le signal d'attaque avec des fusées éclairantes explosant dans les airs pour désorienter Louis. En un instant, tout le groupe a été téléporté dans la zone de combat centrale. 2 entités étranges étaient engagées dans une confrontation féroce, faisant trembler le sol violemment. Yukina a dégainé sa lance, se préparant au combat, tandis que Natsuki essayait de sceller les deux avec de la magie.
Cependant, la puissance de l'adversaire dépassait les attentes, s'échappant facilement des chaînes magiques. La situation devenant incontrôlable a forcé Natsuki à changer de direction. Alors que la zone environnante commençait à se fissurer, elle déploya une nouvelle barrière pour stabiliser la structure tout en invoquant Kenju avec le 9e attribut pour retenir l'ennemi. Pourtant, avant que la contre-attaque ne puisse être lancée, l'entité opposée frappa la première. En cet instant bref, un coup fatal fut porté, faisant tomber le masque de celui qui fut touché. La personne qui sauva Kaju à ce moment-là n'était autre que Kanon, ses yeux flamboyants, agissant froidement par instinct. L'acte de planter ses ongles dans les yeux de l'ennemi, puis de finir comme une bête sauvage, a silencé tout le champ de bataille. Ensuite, Kanon a déployé ses ailes, s'envolant dans la nuit, laissant d'innombrables questions sans réponse. Les traces restantes ont conduit Yukina et Kaju à une entreprise de technologie d'automatisation où travaillait le père adoptif de Kanon. Cependant, au siège principal, ils ont appris qu'elle n'était pas présente. Grâce à l'autorité de l'agence du Roi Lion, Yukina a été autorisée à contacter des hauts responsables. La secrétaire personnelle du directeur de l'Institut a confirmé qu'il se trouvait dans un centre de recherche isolé au large où Kanon séjournait. Après quelques échanges, l'assistante les escorta directement jusqu'à l'héliport. Pendant le vol, Yukina tenta de rester calme malgré sa peur des hauteurs. Dans son esprit, des images de la jeune Kanon apparurent, un enfant non adopté par amour, mais pour servir des fins expérimentales. Cette pensée fit involontairement réfléchir Yukina sur elle-même, sur la similitude difficile à nommer entre deux destins. Le voyage les mena sur une île éloignée, avec un centre de recherche situé dans une zone non identifiée. Dès qu'ils ont mis pied à terre, le pilote était déjà parti après un message d'avertissement. Le sentiment d'isolement est apparu immédiatement lorsqu'ils ont découvert que cette zone était vide, sans une seule personne, sans signaux de communication. Yukina a commencé à marquer manuellement le chemin par précaution, tandis qu'il tâtonnait à travers le terrain ravagé par la guerre. La pression du silence prolongé érodait progressivement leur morale, les faisant douter de leur capacité à se retirer si les choses échappaient à leur contrôle. Pendant ce temps, dans une vieille chapelle où Kanon avait autrefois vécu, Sayaka suivait silencieusement les indices restants. Elle trouva de nombreux poils de chat, prouvant que cet endroit avait autrefois des activités. En observant, Gaju est soudainement apparu. L'aura étrange qu'il dégageait rendit Sayaka prudente. Après un examen minutieux, Gaju accepta de partager des informations confidentielles liées à l'organisation Kaz à condition de garder le secret. À travers la brève conversation, Sayaka découvrit que le centre de tout le chaos récent tournait autour de deux individus spéciaux, Kiriha et Kanon. À ce moment-là, Nagisa et Asagi vinrent à l'église pour se renseigner sur Kanon. En voyant Gaju, Asagi le reconnut immédiatement comme la personne qui l'avait attaqué dans le passé, ce qui provoqua une tension immédiate. L'échange houleux fit escalader le conflit, forçant Gaju à invoquer Kenju pour empêcher que des choses terribles ne se produisent. Cependant, le contrôle de Kenju n'était pas encore complètement stable, rendant la situation plus chaotique. Dehors, Yukina est entrée trempée, tenant toujours sa lance familière. La raison était que Kaju avait pensé à une façon de pêcher, en créant des impulsions électriques dans l'eau, une idée audacieuse mais peu pratique. Voyant cela, Yukina avait silencieusement préparé un simple dîner à l'avance. Bien que appelé dîner, toute la nourriture était préparée à partir de noix de coco, le seul ingrédient qu'ils avaient trouvé sur l'île. Lorsque Kaju a bu de l'eau de coco, il s'est soudainement rappelé des souvenirs d'enfance, jouant à cuisiner avec sa sœur, Nagisa, et ayant mal au ventre pour avoir trop mangé. En même temps, il se souvenait aussi de sa promesse à Asagi, quelque chose qu'il avait hésité à accomplir. Pendant ce temps, Yukina observait silencieusement le coucher de soleil sur la plage, la lumière du soleil teintant l'horizon de rouge, créant un paysage paisible au milieu des jours chaotiques. Ailleurs, Asagi suivait les traces de Kaju à travers son super ordinateur personnel. Après de nombreuses recherches, elle a découvert une photo capturant Kaju et Yukina, embarquant sur un vol mystérieux en direction de deux îles au large. D'après les données de vol, l'ordinateur a déterminé les coordonnées de la destination et l'heure de décollage. Sayaka a ensuite dépêché une équipe de garde-côtes, déployant des hors-bords pour approcher la zone cible. De retour sur l'île, le temps a commencé à se refroidir. Le froid s'infiltrant à travers la canopée rendait l'atmosphère encore plus inquiétante. Kaju ne pouvait trouver Yukina nulle part, alors il suivit les faibles empreintes sur le sable, guidé par la douce lumière argentée de la lune, marchant jusqu'à atteindre un lac où la lumière de la lune reflétait des étincelles. Il vit Kanon se baigner. La scène inattendue fit tourner la tête de Kanon, ses yeux glacials se verrouillant sur Kaju. En un instant, sans avertissement, le flux de puissance émanant d'elle ne laissa à Kaju aucun temps pour réagir, s'effondrant sur place. En regardant sa main, Kaju remarqua un petit filet de sang coulant de son nez. Surpris par la réaction de son corps, il se retourna rapidement vers le lac où il venait de voir Kanon. Mais le paysage ne montrait maintenant que la surface de l'eau immobile avec le reflet de la lune. Aucune trace n'indiquait qu'elle avait jamais été là.
Immédiatement, Yukina apparut derrière lui, sa lance touchant froidement le cou de Kaju en guise d'avertissement. Ne lui permettant pas de se retourner, elle observa attentivement la tache de sang et demanda directement qui l'avait fait réagir ainsi. Kaju affirma qu'il avait vu une fille qui ressemblait beaucoup à Kanon, bien qu'elle paraisse légèrement plus âgée. En entendant cette réponse, Yukina soupira, sentant que Kaju ne plaisantait pas, puis emprunta silencieusement la veste qu'il portait avant qu'ils ne continuent tous les deux leur voyage pour traquer cette personne mystérieuse. En tâtonnant à travers les sentiers menant à la plage, un bruit étrange résonna au loin, les faisant s'arrêter. Tous deux regardèrent l'eau devant eux, où un navire approchait progressivement de l'île. Yukina jeta un coup d'œil et reconnut le symbole étrange gravé sur la coque du navire, un signe indiquant que ce vaisseau n'appartenait pas aux forces civiles ordinaires. Il semblait chercher quelque chose, scrutant soigneusement chaque section du rivage avant d'accoster. Dès que le navire s'arrêta, une escouade armée débarqua, effectuant une fouille. Kaju et Yukina trouvèrent immédiatement des cachettes parmi les touffes d'herbes denses. Elle l'attira rapidement vers le bas, protégeant leur corps de la vue des adversaires. En observant de plus près, Yukina découvrit que le groupe n'utilisait pas de balles en caoutchouc comme à l'entraînement, mais de vraies munitions. Il était clair que la cible de cette mission n'était pas simple. Sans autre choix, Yukina se leva d'un bond, lançant une attaque directe. Elle se battait sans relâche, affrontant 3 à 4 ennemis simultanément, tandis que Kaju déployait également toute sa force pour résister. Cependant, ses soldats n'étaient pas facilement vaincus. Bien que tous deux se soient battus sérieusement, la situation restait complètement défavorable. Juste au moment où l'encerclement se resserrait, des coups de feu retentirent soudainement au loin, abattant simultanément le groupe de soldats approchant. La tireuse n'était autre que la fille que Kaju avait vue plus tôt près du lac, quelqu'un qui ressemblait à Kanon. Elle se présenta comme Fioria, admettant qu'elle avait rencontré Kaju auparavant dans des circonstances différentes. Étonnamment, Fioria venait d'utiliser la dernière balle de son pistolet maudit pour lui sauver la vie. Le bateau sur lequel elle était arrivée était en fait contrôlé à distance par un navire-mère, et maintenant les unités mécanisées à bord continuaient de déployer des renforts au sol. Les munitions de l'adversaire se sont révélées inefficaces contre le pouvoir de Fioria. En réponse, Kaju a invoqué le Kenju de 5e niveau, déclenchant une attaque à large portée, balayant les soldats et le navire nouvellement amarré. Pendant ce temps, dans une zone secrète d'un cargo, un étrange rituel avait lieu. Un ange artificiel était sur le point d'être recréé. Lorsque le masque fut brisé, le maître du vent avertit que si cette entité était libérée, les conséquences ne seraient pas différentes d'une catastrophe naturelle. Personne ne pouvait le contrôler lorsqu'il était complètement éveillé, car sa nature avait été créée à l'origine comme une arme désespérée. Le but de l'organisation derrière cela était d'utiliser l'ange artificiel comme une sorte de bombe biologique. La seule survivante qui avait eu un contact avec lui était la fille d'un professeur de recherche en hématologie, qui emprisonnait maintenant le 4e progéniteur. Cette fille a affirmé avoir capturé Kaju, et maintenant lui et Yukina étaient détenus dans l'installation de test Goldfish Bowl, une installation top secrète échappant au contrôle de toute organisation internationale. À ce moment-là, quelqu'un est apparu prétendant être une princesse d'un pays lointain, Folia, mais contrairement à son statut noble, elle montrait de la sympathie et de la proximité envers Kaju et Yukina. En route vers l'île d'Itagami, elle a été attaquée par un groupe étrange. Leur objectif était de s'emparer du corps de Folia pour extraire la lignée royale, une source magique rare pour réaliser un ancien rituel magique, quelque chose qui pourrait renverser l'équilibre des pouvoirs si ce n'est pas arrêté à temps. Dans le contexte chaotique entre les forces surnaturelles avec une conspiration pour manipuler la vie, le secret sur Kanon, un ange artificiel, a été progressivement révélé. Son créateur n'était autre que Kanase Kensho, qui était son père biologique. Il y a environ 15 ans, le grand-père de Kanon a eu une relation extra-conjugale, et la conséquence de cette relation fut sa naissance. Ironiquement, cela faisait de Kanon, par le sang, la tante de Yukina Heimerog, une vérité incroyable qui a choqué tout le palais du chaos lorsque sa véritable identité a été révélée. L'apparition de la jeune fille apparemment inoffensive est rapidement devenue une menace sérieuse. Dès que Kaju l'a vue, cette entité s'est transformée en une forme angélique bizarre, une créature avec des ailes blanches déployées, émanant une énergie surnaturelle dense. Pendant ce temps, Foliari Haven avait réalisé que tout était orchestré par Kensho. Il avait forcé des innocents à travers des rituels d'évolution spirituelle artificielle avec l'ambition de créer une espèce supérieure bien au-delà des humains ordinaires. Alors que la situation devenait tendue, un autre navire mystérieux apparut sur l'océan. Lorsque Laila Rehaven était sur le point de contre-attaquer, Yukina est intervenu à temps car sur ce navire se trouvait Kensho, le cerveau derrière tout le plan. Il a admis que Kanon n'était pas seulement une entité expérimentale, mais avait également vaincu 3 des 7 sujets principaux de ce projet. 6 cristaux de pouvoir créés de ses propres mains avaient tous été absorbés par elle, la rendant presque une entité sacrée, presque impossible à contrôler.
Pour continuer à améliorer la puissance de Kanon, le groupe de Kensho a décidé de la libérer pour combattre à nouveau. Lorsque la poitrine lumineuse fut ouverte, Kanon s'éveilla lentement. Devant elle se tenait Yukina avec la lance Schneewalzer en main, déterminée à ne pas reculer. Malgré une frappe fatale, la pointe de la lance ne put pénétrer la couche défensive entourant cette entité. Yukina était sur le point de continuer à attaquer lorsque Sayaka Kurasaka apparut soudainement, utilisant son arme Kenzoku transformée en lance pour bloquer le coup. Folia se battait contre un démon restant du projet. Pendant ce temps, Kanon s'envola dans les airs. La lumière émanant de ses ailes rendait tout aveuglément lumineux. Ensuite, une coquille de lumière fut lancée directement là où Kaju se tenait, le forçant à invoquer le 5e et le 9e Kenzoku pour se défendre. Néanmoins, le professeur Lafolia a franchement admis que le pouvoir de Kanon avait atteint un niveau au-delà de la catégorie de ce monde, quelque chose que les Kenzoku ne pourraient jamais détruire. Kaju a été sérieusement attaqué, tandis que Yukina se précipitait pour l'aider. Au milieu du chaos, le vent marin a commencé à se lever violemment. Un tourbillon est apparu, alors que Kanon avait complètement perdu le contrôle. Le professeur Lafolia et les autres ont rapidement fui pour sauver leur vie. Yukina essayait encore d'appeler Kaju, qui était maintenant retenu dans un bouclier protecteur par Fea Protect. À ce moment-là, Serilen a utilisé son arc et ses flèches pour détruire tous les robots attaquant le navire lointain. Natsuki Minamiya était également présente, étant venue pour rassembler des preuves afin de coincer la Robot Research Corporation. Elle a révélé que Folia Rehaven était toujours en vie et actuellement avec son groupe sur une île secrète. Le groupe prévoyait de s'y rendre. Cependant, lorsqu'ils ont vu un pilier de glace s'élever soudainement au milieu de la mer, ils ont immédiatement pensé que Kaju avait encore causé quelque chose d'imprévisible. Bien que Kanon Kenzaki ne montrât aucun signe de conscience, Yukina l'a scellé à temps et avec précaution pour éviter les risques d'instabilité dans son corps. Même si les blessures externes s'étaient refermées, au milieu de la poitrine de Kaju se voyait encore clairement un sceau étrange, indiquant que son état n'était pas complètement résolu. Les méthodes de guérison ordinaires n'apportaient pas de résultat, les forçant à envisager une autre option, réveiller l'un des familiers capables de régénérer la force vitale pour son maître. Frolezia, un vampire avec une profonde compréhension des mécanismes des familiers, a décidé d'essayer d'utiliser le sang pour stimuler la récupération de Kaju. Ayant entendu que cette action était assez délicate, elle demanda à Yukina de détourner le regard pour éviter une situation gênante lorsque ses lèvres étaient sur le point de toucher la personne inconsciente. Cependant, Yukina ne pouvait pas laisser cette fille le faire seule. Elle s'avança immédiatement, prenant la responsabilité, se coupant la peau et utilisant son sang pour le transférer à Kaju. À ce moment-là, la soif de sang en lui s'est progressivement éveillée. Le pouvoir s'est réveillé, les blessures ont rapidement disparu et son corps a commencé à bouger à nouveau. Après que Kaju ait repris conscience, Frolatia a raconté tout ce qui s'était passé depuis qu'il s'était évanoui jusqu'à la création du pilier de glace dans son état incontrôlé. Kanon, qui avait éveillé ce chaos, est tombé dans un état d'inconscience prolongé, les forçant à planifier immédiatement son sauvetage. Bien que la résurrection ait été quelque peu inhabituelle, les signes des familiers à l'intérieur de Kaju ne montraient toujours aucun changement positif. Frolatia décida d'essayer à nouveau avec un contact plus intime, espérant accélérer le processus de réaction. Cependant, lorsque ses lèvres effleurèrent à peine, Kaju se détourna, gardant ses distances. Ne renonçant pas, Frolatia s'assit même sur lui pour forcer le contact, afin de stimuler directement la capacité de récupération. Pendant ce temps, Kanon était assise seule, dans un coin froid, le visage lourd d'inquiétude. Kaju vint à ses côtés, rassurant et promettant de la ramener en sécurité. Cependant, personne ne savait que derrière eux, le professeur Kensei Kanase observait silencieusement tout le développement. C'était lui qui avait contribué à cette situation chaotique en expérimentant avec la lignée sur Kanon, un acte qui rendit Kaju encore plus furieux en entendant Kensei révéler que la mère de Kanon était sa propre sœur. Au lieu de ressentir des remords, Kensei croyait qu'il offrait à Kanon une opportunité de s'élever au-dessus de l'humanité, ce qui rendait la situation encore plus préoccupante. En plein milieu de cet échange tendu, une autre entité est arrivée, une fille portant une armure en plastique ne ressemblant à rien d'autre qu'à une copie d'un monde fantastique. Non seulement elle a frappé la première, mais elle a aussi amené deux entités étranges qui étaient des copies créées inconsciemment par Kanon à partir de la lignée royale lors de sa transformation. Lorsque la bataille a éclaté, Sayaka Kirisaka est intervenue de manière inattendue. Son coup a provoqué des fissures dans la couche de glace entourant la zone, ouvrant la voie à une nouvelle bataille. Sans échappatoire, tout le monde fut entraîné dans le chaos où les lignées, les pouvoirs et les secrets furent révélés peu à peu sous le clair de lune froid. Après que la couche de glace solide fut brisée de l'intérieur, Yukina prit rapidement des mesures, décidant d'affronter l'entité imposteur sous la forme de Kanon, tandis que Kaju choisit d'approcher et de secourir la véritable jeune femme qui était tombée dans un état chaotique.
Alors que les deux camps s'engageaient dans un combat acharné, Yukina montrait clairement des progrès remarquables. Elle ne comptait plus entièrement sur les armes, utilisant plutôt ses propres mains pour submerger l'adversaire. Des frappes précises combinées à son agilité laissaient l'ennemi incapable de réagir à temps, et il fut finalement vaincu dans un état de totale impuissance. De l'autre côté, Folia a géré la bête hybride avec une précision absolue. Le canon de son arme portait non seulement de la puissance, mais aussi des techniques habiles. Après avoir vaincu la cible, la fille sous la forme de canon est devenue en colère, se précipitant vers la Folia, déterminée à riposter. Cependant, la princesse royale n'était pas facilement submergée. Avec un mouvement décisif de son épée sacrée, elle a repoussé l'attaque imminente. La lumière de l'épée brillait intensément, concentrant le pouvoir de la lignée royale, mettant fin à l'ennemi de manière convaincante. À ce moment-là, les clones de canon suivaient les ordres de Yukina, en raison de l'influence de sa capacité de contrôle, ne résistant plus. Alors que tout le monde stabilisait temporairement la situation, Kaju continuait à faire face à la véritable forme de canon qui ne s'était pas encore complètement remise de son état de perte de contrôle. Il se remémora doucement les souvenirs d'enfance lorsqu'ils s'occupaient ensemble des chats, éveillant un peu d'émotion dans l'esprit de la fille déconcertée par le pouvoir maléfique. Néanmoins, l'attaque de canon arriva malgré l'appel de la mémoire. À ce moment-là, une nouvelle carte fut utilisée par Kaju, le troisième Kenju, une bête spirituelle sous la forme d'un serpent dragon à deux têtes. Dès qu'il fut invoqué, cette créature enveloppa rapidement l'espace d'une aura terrifiante. La bataille entre l'ange perdu et le dragon ancien éclata dans une scène de chaos violent. Lorsque l'attaque de percée la plus puissante fut lancée, la barrière entourant Canon fut déchirée. Le professeur Kensei, qui observait secrètement tout l'événement, fut stupéfait par cette vue alors qu'il reconnaissait la capacité redoutable du dragon. Cela pouvait même pénétrer l'espace-temps, quelque chose qui semblait impossible auparavant. Lorsque le pouvoir de canon a été brisé, une onde de choc s'est propagée, créant une grande explosion, faisant trembler le sol. Le corps de cette fille commença à changer, de nouvelles ailes poussant à la suite de la transformation violente. Ne laissant pas la situation se poursuivre, Yukina lança à temps la lance Shikigami aux propriétés purificatrices, visant directement le centre du chaos pour disperser l'influence divine pesant sur Canon. Sous l'effet de ce rituel, le pouvoir ne appartenant pas aux humains se dispersa progressivement, aidant la jeune fille à retrouver son calme. Au moment décisif, Kaju a permis au dragon d'absorber toute l'énergie restante de Canon, la protégeant en les scellant dans une dimension différente. Après avoir assuré la sécurité, il s'est dirigé directement vers le professeur sans choisir la destruction, tenant sa promesse que les choses ne se termineraient pas dans un bain de sang. Plus loin, deux gardiens, Natsuki et Saravati, arrivèrent juste à temps, aidant à nettoyer la scène et escortant tout le monde hors de la zone de danger. Canon se réveilla plus tard d'un long sommeil rempli de cauchemars. En ouvrant les yeux, elle vit que tout le monde était encore à ses côtés, et la Folia affirma doucement que c'était l'unité du groupe qui l'avait sorti de ce vortex de rêve terrifiant.